Bonjour à tous, ici Cortex 91, le roi des couilles molles. Aujourd'hui Pokémon Peluche TV va faire une vidéo, comme Arthur avait si l'habitude de faire, alors que la dernière fois, date de la communauté d'Overwatch, comme étant la plus pourrie des communautés, quoique même League of Legends est bien pire qu'Overwatch et c'est scientifiquement prouvé. Bref, je fais trop pitié si je continue à m'humilier en public en me faisant sodomiser par des ours ATK et des crabagards. Alors attention, il risque de péter un câble par moment, mais il sait parfaitement de quoi il parle. Je laisse la parole à PPTV. Au revoir. Et puis, poil au derrière. Loul. Il y a longtemps, j'avais hésité à faire cette vidéo. Et bien évidemment, je m'attaque que maintenant. Je voulais la faire depuis ne serait-ce depuis 2021 ou 2022. Si bien sûr après, quand j'ai réfléchi depuis la vidéo sur le cas de la communauté d'Overwatch. J'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais que c'est quelque chose que je déteste. Je vais vous parler des rachats. Que ce soit tout et n'importe quoi. Et bonjour à tous, ici PPTV et on va parler d'un sujet qui m'a fait énormément réfléchir depuis des années et c'est quelque chose qui m'a énormément impacté émotionnellement depuis le collège et ça continue même maintenant. Je veux parler d'un sujet qui concerne les rachats des entreprises. Un rachat, c'est quoi? Ça permet à l'entreprise d'être sauvée, mais bien sûr en s'adaptant à ce que le racheteur va faire l'entreprise qu'il a payé. Si bien sûr, il ne va pas faire de la merde derrière comme a été pour la majeure partie des cas. Et on va commencer par le premier, qui est autre que Disney a racheté Star Wars. Depuis le rachat de la société Lucasfilm par The Walt Disney Company, il existe deux canons Star Wars, le Legends et l'officiel. Ils ont pour point commun les 6 premiers films et la série télévisée Star Wars The Clone Wars. L'univers légende reprend en plus les histoires complémentaires présentées dans les livres, les bandes dessinées, des téléfilms ou des jeux sortis avant 2014. L'univers officiel reprend quant à lui les histoires des films et les autres supports parus depuis 2014. Tous les éléments racontés dans les produits dérivés sont déclarés comme étant en dehors du canon. Ils sont alors regroupés sous l'appellation de Star Wars Legend. Alors que pour George Lucas, l'idée de vendre Lucasfilm à Disney est vite devenue une éventualité très intéressante. Il a examiné attentivement comment Disney avait géré le rachat de Pixar, compagnie qu'il connaissait bien pour l'avoir lui-même créée en 1979 sous le nom de Lucasfilm Computer Divisions. Avant de la revendre à Steve Jobs 6 ans plus tard, il a ainsi constaté que le studio avait pu garder son identité et ses méthodes de travail, chose qui est respectable. Par contre, concernant Star Wars 8, c'est devenu un festival de conneries. En fait, c'est un film très décevant sur le plan scénaristique, avec des choix incompréhensibles, des erreurs de logique et des incohérences dans la construction de celui-ci, ainsi que dans le comportement des personnages qui n'a vraiment aucun sens par moment. On dénombre également d'autres nombreuses incohérences au niveau de la saga elle-même et un rythme mal calibré avec un énorme ventre mou au milieu de l'œuvre. De plus, certains éléments du film précédent sont oubliés et interprétés de manière étrange, ce qui nous offre une fin sans enjeu qui ne donne pas envie de voir la suite de la saga. En outre, le dépaysement n'est pas trop présent, avec certes de beaux effets spéciaux et de belles images par moments, et il faut le reconnaître. Mais le tout reste terne, vu que les nouvelles planètes ne sont pas emballantes et que la majeure partie du film se passe dans des vaisseaux grisâtres, monochromes. Et je finirai tout de même par certains points positifs en commençant par la réalisation soignée. Le jeu des acteurs, il est bon, faut le reconnaître. La musique est saisissante et quelques bonnes scènes d'action. Cependant, je tiens à souligner que pour moi, Le Réveil de la Force était un bon film, qui n'était certes pas extraordinaire,
mais qui avait le mérite de proposer une histoire universelle et simple pour le retour de la saga au cinéma. Et de nous proposer des pistes ainsi que des mystères intéressants pour la suite. Et le film de Rian Johnson ne suit pas cette voie et le 7 en pâtit terriblement avec des choix illogiques et stupides. On aurait pu avoir un 8 grandiose, mais non. Vraiment, le rachat n'est ni bon ni mauvais. Après, si Lucasfilm est d'accord, ça va. Mais pourtant, le producteur avait peur que sa saga à lui allait être détériorée. C'est pourquoi qu'à partir de l'épisode 7, ça passe mal et le 8 empire. Et je ne dis pas ça que bébé Yoda c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup retenir de sa présence. Activision et Sony. Activision est leur actipognon, leur jargon favori, l'argent et que ça saute. Mais il n'y a pas que. Commençons par Spyro avec Insomnia Games. Insomnia Games est une société américaine de développement de jeux vidéo fondée en 1994 et basée à Burbank en Californie. L'entreprise est notamment créatrice des franchises Spyro the Dragon, Ratchet & Clank et Resistance. L'entreprise est rachetée en août 2019 par Sony pour une valeur de 229 millions de dollars. Et j'entends beaucoup dire que les Ratchet & Clank récemment c'est plutôt pareil depuis que Sony a racheté, et pourtant Sony sont pas réputés pour être mauvais si on oublie les prix exorbitants de leur jeu PS5 ou encore le fameux Sonic 2006, et encore ça n'a rien à voir, qui me fait hérisser les cheveux de la tête. Ah mais attendez, ah, c'est vrai, Microsoft ont racheté également Activision Blizzard. C'est un rachat d'un rachat. Alors que Sony les ont aussi rachetés. Mais c'est quoi ce délire? Maintenant, je me pose également des questions sur comment est-ce que Overwatch 2 est devenu un étron pas possible. Et j'ai déjà discuté de sa communauté et je peux vous garantir que depuis le 2 est sorti, j'ai testé et j'ai encore moins aimé. Le directeur d'Overwatch était parti, il savait impérativement que la communauté veut vraiment. Depuis le changement, le directeur et plus du rachat, vous avez fait quoi ensuite? Ah bah Overwatch 2, pas foulé du tout. Et la mode du pass de bataille, on va s'en passer hein, car obtenir des personnages apparemment en payant avec du vrai argent. Désolé, autant jouer à Genshin Impact pour invoquer des personnages qui en valent vraiment la peine que de payer pour une communauté atrocement toxique. Et pourtant le pire, vous savez c'est quoi? C'est quand Overwatch 1 était sorti, il était payant. Il coûtait entre 30 à 50 euros, ce qui dépendait de l'entreprise, que tu l'achètes en démat ou alors en CD, peu importe. Mais depuis qu'Overwatch 2 est maintenant devenu gratuit, maintenant ils font des passes de bataille pour qui se comptent sur ce genre de choses pour gagner de l'argent. Ah bah je préférais nettement les lootbox, vraiment hein. Bref, je continue avec Spyro. Je dois vous avouer que Spyro j'ai adoré à partir des 3 premiers. Le 4ème par contre c'est un immense gâteau à la merde. Pourquoi? Vous avez 2 jeux sur PS2 et GameCube. La PS2 est plus forte, vous me direz, et effectivement, c'est la console qui peut faire tourner parfaitement Kingdom Hearts 1 et 2, qui sont les plus gros jeux lourds de la console. Spyro Enter the Dragonfly est un immense jeu qui lag. Eh bien, figurez-vous que sur GameCube, ça lag moins, mais ça lag toujours. Mais sur PS2, attendez-vous à du 10-15 FPS contre sur GameCube, qui en fait entre 20 à 25. C'est intolérable. Comment veux-tu finir un jeu avec des lags en conséquence que tu te retrouves dans une espèce de forêt ou alors que le monde est 10 fois trop grand? Le truc un peu moins délicat, ça devient une horreur. Ah vraiment hein. Et encore heureux, ils se sont rattrapés au numéro 5 avec Spyro à Heroes Tale. Qu'importe la version, c'est un délice, c'est le meilleur Spyro que je n'ai jamais joué. Bon après, les spin-offs et les autres jeux Spyro, j'ai jamais joué, donc j'y connais pas. Sauf... Eternal Night. Ce jeu de la souffrance à l'état pur. Oh. Alors, beaucoup d'entre vous ont aimé ce jeu. Mais ce jeu ne m'a jamais mis du baume à mon cœur, non. J'ai eu la grosse sensation que ton cœur est piétiné avec un rouleau à pâtisserie avec des pointes. La difficulté est
horrible. Les contrôles puent. On doit recommencer 1000 fois un truc et qui sont bien casse-pieds. Et le monde trop obscur ne m'aide absolument pas à savoir si ce que je fais est bien, si je vais dans la bonne direction ou pas. Spark c'est devenu une horreur, j'en parle même pas alors qu'il devrait faire... Et graphiquement, allez, c'est pas laid. Par contre c'est répétitif, les attaques ultimes ça passe, mais vraiment qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce jeu? Mais pourquoi j'avais eu autant d'espoir pour ce jeu? Bah effectivement j'étais gosse et je m'en foutais. Mais après il y a eu Spyro Naissance d'un Dragon qui avait un très bon potentiel, mais malheureusement j'ai jamais joué. Alors je peux pas juger alors que j'avais pas la PS3 hein, et je l'ai toujours pas d'ailleurs. Puis après Spyro alla se prostituer sur les Skylanders et rester pendant des années avec Cinder. Alors que franchement à l'époque j'avais perdu confiance au jeu parce que la Wii U m'occupe parfaitement bien. Les Skylanders avaient une fonction Amiibo, c'est donc les prototypes avant que les Amiibo arrivent. Alors que ces derniers n'arrivent et qui a connu un succès colossal. Au point d'en arriver à des ruptures de stock de partout. C'était dur de trouver Shulk en Amiibo, c'est vous dire. Et on appelle ça les scalpers. Tiens, ça me rappelle l'épopée des cartes Pokémon en 2021 et le cas de la PS5 pendant environ 1 ou 2 ans ou légèrement plus. Je sais pas. Ça vous dit pas quelque chose, vous? Disney a racheté la Fox. Je déteste ce rachat. Oh, c'est l'un des pires rachats que je n'ai jamais vu de ma vie entière. Alors là, je vais être bien vénère. Qui dit Fox dit Simpson. Vous voyez, les Simpsons sont là pour nous divertir, pour nous faire oublier, pour nous faire rire. Le but principal des Simpsons est de te vider la tête, débrancher ton cerveau, quitte à ce que ça te fasse dormir, parce que figurez-vous, oui, j'ai été témoin que même les Simpsons est un bon remède pour s'endormir devant pour ceux qui ont du mal à dormir, même Futurama ou que ce soit aussi Family Guy. Après, cela peut dépendre du type de spectateur. Bref, les Simpsons se concèdent des moments marrants tels que les gags téléphoniques, le fait qu'Homer étrangle Bart, le fait qu'Homer fasse une connerie dans la centrale nucléaire, le fait que Skinner se fait engueuler par son supérieur, etc. Mais là où je vais vraiment péter un câble, c'est Disney qui ont vraiment foutu la merde. Disney est reconnu pour que tout soit mignon, dramatique, chanson, princesse, morale. Depuis le rachat, c'est devenu n'importe quoi. Je veux surtout parler des chansons à tous les épisodes. C'est limite, ils en font 2 par épisode. C'est trop, c'est chiant. C'est pas ça les Simpsons. C'est quoi ce foutage de gueule? Comment la Fox a pu accepter le rachat par Disney? L'argent compte plus que tout? Ah bah ça c'est commun hein. Qui dit argent dit forcément bonheur. Ah bah oui bien sûr, et mon cul sur la commode hein. Les Simpsons entre 20 saisons, il n'y avait pas autant de chansons que ceux-là. Après, il y en avait limite 1 par saison. Et encore ça dépendait des moments nécessaires. Là, c'est le faire d'une façon ridicule qui devient barbant. Je dis pas que ça chante faux, mais les Simpsons, c'est pas ça. Et autre inconvénient, un des gags des Simpsons avait été retiré et qui a été gardé entre la première saison jusqu'à la saison 35. En 35 saisons d'existence, la série Les Simpsons a multiplié les running gags pour amuser les fans. Des blagues que les plus fidèles spectateurs connaissent bien, comme le fait que Homer étrangle régulièrement son fils Bart. Pourtant, les scénaristes de la série ont décidé de mettre un terme à cette plaisanterie, et ce, pour une très bonne raison visiblement. La ligne de texte est, je cite, « Je plaisante, je le fais plus maintenant, les temps ont changé ». Une remarque que le héros prend avec humour en rétorquant que tous les fois où il a étranglé Bart ont enfin payé. Mais non, c'est comme si on interdisait Mario de sauter ou encore de Link utiliser son épée pour se battre et finalement à main nue, ou alors interdire à Kirby d'avaler. Vous imaginez retirer un truc de base dans un jeu vidéo? Eh bah le jeu n'est plus pareil. Pokémon sans combat, ah bah j'aimerais bien voir ça moi hein. Non, ne citez rien, prenez la logique de Pokémon de base, pas des spin-offs hein.
J'ai arrêté de regarder Simpsons depuis le rachat débile de Disney. Après 3 saisons passées, hein. Et après, en plus, imaginez aussi Smash Bros sans se battre. C'est plus Smash Bros, hein. Il ne manquerait plus que je parle de... Oh. Non. Pas Microsoft. J'aime Microsoft. Je vous respecte. Mais parfois, vous allez trop loin. Que vous ayez tous les moyens, c'est un fait. Mais de là, tout racheter n'importe comment, en faisant n'importe quoi, vous allez trop loin. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1994, Rare sortit Donkey Kong Country. L'originalité de ce titre est d'avoir été modélisé en 3D, puis transformé en 2D, mieux adapté à la Super Nintendo. À cette occasion, Rare adopte un nouveau logo et utilise la marque commerciale Rareware. C'est à ce moment-là, quand ils ont rejoint Nintendo. Ils ont été créés en 1985, Rare sont réputés pour leurs jeux originaux, bandes son absolument formidables et mémorables. Voici les jeux Rare qui m'ont marqué. Cependant, depuis la création de Conquer Bad Fur Day, Nintendo n'aime pas du tout le jeu comme étant trop cartoon et violent pour les japonais, car ce n'est pas du tout leur style. D'où pourquoi il y a eu Conquer Pocket Tales sur Game Boy Color. Mais avec leur succès avec Banjo-Kazooie se fait connaître en Occident, mais au Japon très moyen. Par contre, même le deuxième volet se fait moins parler de lui en raison des ventes qui sont encore plus faibles. Les années passèrent, Rareware sont pas assez payés, qu'ils quittent leur poste, ce qui énerve Nintendo, qui ne veulent plus. Et ils en ont vraiment marre de travailler avec eux. Jusqu'au développement de Star Fox Adventure, qui s'inspire de la série Zelda en mettant en avant Fox McCloud. 2002, Microsoft veulent racheter Rareware. Ils acceptent. Mais d'abord, il fallait terminer le jeu Star Fox Adventure avant de se mettre sous l'aile de Microsoft. Nintendo ont pu se débarrasser de Rare et Microsoft qui ont commencé par faire leur petite magouille. 2008, Banjo Nuts and Bolts sort sur Xbox 360. Comme la console est plus populaire parmi les Occidents qu'au Japon, ce qui est toujours le cas même actuellement. Ce troisième volet qui pourtant avant il y avait eu Banjo Pilot et Banjo Revenge of Grunty sur GBA, sont comptés comme des spin-offs à part entière. Le cas de Banjo Nuts and Bolts se tourne autour du duo qu'on aime tant qui ont fait une overdose sur des pizzas et n'arrivent plus à marcher. Tu parles d'un Banjo Free, hein. Le but est de récolter les pièces de puzzle dans chaque niveau tout en construisant des voitures. Mais pourquoi Microsoft, vous voulez mélanger un jeu d'aventure et course? Mais ça ne va pas du tout. Et puis, désolé de dire ça, mais la collecte des puzzles est ridicule. D'autant plus, aventure et course. Déjà, même pas Diddy Kong Racing n'a pas fait un truc comme ça, hein. C'est pas pareil, ça... C'est quoi ce truc? Mais vraiment, dites adieu de chercher des puzzles dans chaque monde, que ça soit au bord d'un précipice, ou bien de chercher 3 enfants vers maman et j'en passe, hein. Non, vous devez faire des espèces de tâches ménagères qui n'ont rien à foutre avec ce qu'il y a à la base. Si vous mettez trop de temps, vous avez des notes de musique, alors que bon, ils sont toujours dans la nature, donc collectables. Si vous le faites bien, vous avez une pièce de puzzle. Si vous êtes un PGM de la mort qui tue, vous avez un trophée. Si vous collectez 4 trophées, pour en faire en plus une pièce de puzzle supplémentaire. Elle est belle la vie, d'accord. Il y a des moments où j'ai pas envie de faire tout le tour du quartier, tout ça parce que je suis en train de faire une course avec des adversaires qui ont des œufs grenades et des œufs de glace dans le seul et unique but de m'enculer, quitte à me faire rage quitte en pleine course. Même si je veux me défendre, ils reviennent. D'autant plus tu vas passer ta vie à construire des voitures, des avions, des bateaux, et encore faut-il s'adapter selon le contexte de l'épreuve, comme transporter des gens vers un point A à un point B, ou taper une boule en l'envoyant très loin. Tout ça avec un bolide. Heureusement il n'y avait pas les plans de Oomba. S'il n'y avait pas les plans de Oomba, je me serais vraiment cassé le cul. Car bon, c'est pas très ergonomique comme concept et le jeu serait pire.
Après, rien n'empêche d'améliorer un plan qu'on vous donne pour qu'il soit fabriqué automatiquement et d'en faire un truc encore meilleur. Si bien sûr vous ne faites pas un avion de chasse qui pèse trop lourd, sinon vous ne pouvez pas décoller, hein. D'autant plus, Banjo-Kazooie dans cet opus sont dégueulasses. Certains PNJ n'en valent même pas la peine d'être reconnus, même si graphiquement c'est splendide, mais par contre massacrer la mascotte de Rareware, c'est comme enculer sa sœur, ça se fait pas, hein. Ou encore le fait que Microsoft ont racheté aussi également Mojang, alors que Notch n'était pas d'accord et il y avait déjà assez de problèmes, que ce soit avec sa femme, son enfant, l'argent ne lui suffisait même pas à être heureux. Minecraft a aussi sombré dans un chaos pas possible, tout en faisant n'importe quoi au fil du temps. À vos yeux, Minecraft c'est pas si mal, mais si vous avez connu l'époque et comment Minecraft devait évoluer, c'est pas du tout ce que voulait Notch. Quand il a vu les changements imposés par Microsoft, ils ont fait n'importe quoi, et Notch est dégoûté de voir son jeu pourrir par leurs conneries. Bien sûr, le rachat offre beaucoup de pouvoir en imposant ce qu'il souhaite. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Après bon, les années passèrent. Début 2019, Nintendo appelle Microsoft. Mais c'est plus le cas du directeur de Smash Bros. Alors le moment de l'appel vers Microsoft, c'est pour que Rare retourne chez Nintendo pour inclure Banjo-Kazooie dans Smash Bros Ultimate. Et mon dieu, ça c'est le duo qu'on connaît bien. Bien sûr, juste le temps de faire perso, les musiques, après je fais un aparté. Nintendo dans leur film Mario aurait pu créditer Rareware pour le passage de Donkey Rap. Ils ont juste mis le nom de la musique, mais pas l'éditeur. Et ça, c'est moche. Puis après, le bon côté des choses, le site Fangamer propose aussi des exclusivités de Rareware qui sont justement faits par eux-mêmes, tels que Conker, Banjo-Kazooie, Gruntilda, les Jinjo, Jinjonator et j'en passe. Comme quoi, depuis environ 2-3 ans, ils peuvent faire du contenu qu'ils aiment bien pour les fans. Ce qui renforce Rareware plus que jamais pour espérer l'éventuel nouveau Banjo-Kazooie, et chez Microsoft, ils entendent bien ça cette année. J'ai fini de parler des pires achats qui certains ne sont pas mauvais, mais d'autres franchement n'étaient pas méritables. Qu'ils se fassent racheter, mais voilà la question que je me pose pour vous. C'est quoi le pire achat selon vous? Que ce soit avec ce que j'ai cité ou autre. Je serais curieux de voir votre avis. Si j'ai fait une erreur sur telle chose, sachez que je note tout en avance pour éviter de dire n'importe quoi. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Salut!